Merci à toutes et tous d'être là pour cette seconde édition des rencontres internationales de la classe dehors. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement la ville de Marseille et ses élus de nous accueillir, le rectorat pour sa mobilisation, le recteur, le DAZEN et toutes les équipes éducatives qui ont été mobilisées depuis près de 2 ans pour cet événement et plus largement pour favoriser le développement de la classe dehors. Remercier l'Université d'Aix-Marseille et plus particulièrement l'INSPE qui forme les futurs enseignantes et enseignants qui est également pleinement mobilisé, l'Office français de la biodiversité, la Ligue de l'enseignement, bien évidemment, tant le Centre confédéral que des Bouches-du-Rhône, et puis des dizaines d'associations avec qui on compagnonne depuis des années. Je pense au CEMEA, je pense au FREN, et je pense à toutes les autres que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et puis à l'intérieur de ces organisations, des individus, parce que ces organisations, elles viennent d'abord parce qu'on a la confiance de personnes qui désirent s'impliquer dans les communs pédagogiques. On va essayer de ne pas être trop long pour cette ouverture. Et pour ouvrir ces rencontres internationales, on va donner la parole à la Confémen, la conférence francophone des ministres de l'Éducation, et à l'Académie de Mayotte. Merci beaucoup, mon cher Benjamin. Mesdames, Messieurs les représentants des hautes autorités municipales de cette belle ville historique ancienne de Marseille, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités rectorales, de l'académie donc, préfectorale, Monsieur le directeur de la fabrique des communs pédagogiques, un si joli nom pour une si belle perspective. Mesdames, Messieurs, chers participants, chères sœurs de Mayotte, c'est pour moi un immense plaisir de représenter ici le secrétaire général de la Confémen, le professeur Abdelrahman Baba Moussa, qui aujourd'hui aurait bien voulu être là, mais il y a un conflit d'agenda parce que l'organisation sœur de la Confémen, la Conféges, organise sa rencontre ministérielle actuellement à Rabat, au Maroc. Je voudrais donc en son nom remercier M. Benjamin Gentil, directeur de la Fabrique des communs pédagogiques, et l'ensemble des organisateurs de ces rencontres internationales des classes dehors. Je voudrais vous remercier particulièrement pour l'intérêt que vous avez porté à la Confémen en l'invitant. La Confémen, c'est la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Elle est constituée de 43 États et gouvernements membres. Et c'est une institution qui promeut la coopération, la réflexion dans le domaine de l'éducation et de la formation et qui réunit régulièrement l'ensemble des ministres des États et gouvernements pour réfléchir sur des thématiques actuelles en rapport avec le développement des systèmes éducatifs des États qui partagent la langue française, donc des États francophones. Les classes dehors, pour nous, constituent une initiative, une belle initiative pédagogique. Vous savez qu'elle était déjà dans une formule peut-être différente. Si l'on convoque l'histoire, Aristote déjà avait ses élèves, ses disciples, qu'on appelait dans un cadre péripatétisme. C'était le péripatétisme en grec, ou en latin, péri c'est autour, pathéos c'est la cour. Donc il déambulait en apprenant. C'est une formule qui était fortement appréciée et qui avait fait d'Aristote une référence en histoire. La Confémen accorde une importance particulière à cette initiative parce qu'elle est intersectorielle, elle convoque beaucoup de secteurs, que ce soit l'éducation, l'environnement, la santé, et d'autres secteurs bien entendu. Et c'est ça la vision que le secrétaire général porte à l'éducation. Il dit que nous devons aller, et je cite ces propos, nous devons aller vers des alternatives à une éducation prisonnière de la forme scolaire, où la société doit s'organiser en un cadre d'apprentissage permanent. La société elle-même, dans le concept d'apprendre dehors, la société elle-même s'approprie le concept et y participe de façon active. Elle devient de fait une société éducative. Il est donc intéressant de penser l'apprentissage sous l'angle du contact avec le monde réel, l'environnement, objet d'acquisition palpable de savoir et de savoir-faire. Je me souviens de l'initiative que nous avions développée, la main à la pâte, où la démarche d'investigation raisonnée ressemble fort à ce qui se développe aujourd'hui dans le cadre des classes dehors. Je dirais également
que les effets peuvent être bénéfiques à l'apprenant. Car l'apprentissage au dehors peut favoriser le développement personnel, peut développer l'estime de soi chez les apprenants et la confiance parce qu'il renforce l'autonomisation dans la quête du savoir. Il peut faire acquérir des compétences sociales, faciliter le vivre ensemble, stimuler la créativité, renforcer le rapport école-famille, les relations avec les structures étatiques, que ce soit au niveau central, déconcentré ou décentralisé, susciter la prise de conscience sur l'environnement, parce que c'est l'environnement qui accueille justement au-delà du concept d'école, de classe fermée, c'est l'environnement qui accueille les apprentissages et les enseignements et qui permet de développer de fait le respect de la nature, la sauvegarde de la biodiversité, ainsi de suite. Il y aura, c'est sûr, des contraintes dans l'apprentissage dehors, les contraintes liées à la sécurité qu'il faudra gérer, les questions de salubrité, de surveillance, de dosage des effectifs, parce que je parle de contextes différents entre ici et chez nous, dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone, mais ce sont des contraintes gérables. C'est pertinent, parce qu'à l'heure actuelle, on parle de bien-être à l'école. Le concept de bien-être à l'école peut bien aller à la rencontre du concept de classe dehors et permettre de le développer. Avec la Confemène, pour finir, les perspectives peuvent être multiples. Nous avons l'habitude de réunir l'ensemble des ministres en charge de l'éducation et pour chaque ministère, nous avons un correspondant national. Je pense que la perspective avec vous, cher Benjamin, c'est de voir comment, dans le court terme, réunir l'ensemble de ces correspondants nationaux et les sensibiliser sur la démarche novatrice qu'est la classe dehors et voir dans quelle mesure les pays, selon leurs spécificités, vont se l'approprier. Donc c'est sur ces mots que je voudrais terminer et vous remercier de nous avoir conviés. Merci encore une fois. C'est bon. Merci Madame Ba. Pour cette seconde prise de parole, Dalila Bouenaïdi, je te laisse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bouenaïdi Dalila, je viens de Mayotte et je travaille à l'EAFC, l'École académique de la formation continue, en tant que conseillère en formation continue. Je ne vais pas être aussi longue que ma collègue, mais je vais juste partager mon expérience et expliquer pourquoi l'éducation du dehors me tient à cœur. Donc, ce concept me rappelle avant tout mon enfance. Sur l'île de Mayotte, une enfance que j'ai passée très joyeuse à travers la nature qui nous entourait. À cette époque-là, les enfants jouaient, expérimentaient dehors, sur les espaces publics. On partait dans les champs, cueillir des fruits, monter sur les arbres, et il n'y avait pas cette question d'insécurité. Donc, on vivait tous en communauté, et tous les acteurs, tous les adultes qui étaient aux alentours jouaient le rôle d'éducateur, et ce rôle était partagé et reconnu par tous. À mon retour à Mayotte, après mes études, donc, je suis rentrée dans l'éducation nationale et j'ai vu que cette façon de faire tendait un petit peu à disparaître. Et dans ma qualité d'enseignante, j'ai essayé en fait, de mettre en œuvre cette pratique à travers la pédagogie de projet. J'ai travaillé longuement là-dessus et je voyais que les enfants s'épanouissaient en allant dehors, en expérimentant ce qu'il y avait autour d'eux pour pouvoir donner plus de sens aux apprentissages. J'ai travaillé également en tant que conseillère pédagogique en circonscription et j'ai également noté pas mal d'enseignants qui restaient cloîtrés sur les 4 murs des salles de classe et ne permettaient pas aux élèves de pouvoir sortir, s'épanouir en découvrant et en s'enrichissant en fait de la nature qu'il y a chez nous, alors qu'on a une richesse très importante à la fois sur la faune et la flore. J'ai débuté en tant qu'ingénieur de formation, donc conseiller en formation à l'EAFC, et depuis la rentrée, on s'est posé la question comment on allait pouvoir accompagner les pratiques d'enseignement afin de les améliorer et donner plus de sens dans les apprentissages de nos enfants. Chido est passé par là et a accéléré les choses.
Et avec mon collègue Pierre qui est ici aujourd'hui, on a commencé à sillonner le territoire pour voir quels acteurs pouvaient nous accompagner, nous outiller pour mettre en place des actions en faveur de l'éducation du dehors. Et on a pu concocter ensemble, avec l'aide de Benjamin ici, une communauté de l'éducation du dehors de Mayotte qui est venue ici. On est nombreux à être là sur ce séminaire afin de nous enrichir de ce que les autres font, d'avoir des billes pour qu'au retour à Mayotte, on puisse mener des actions concrètes et pérennes pour le bien-être de nos élèves. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. Je remercie beaucoup Benjamin qui nous a soutenus et accompagnés jusqu'à ce qu'on arrive sur Marseille. Ça nous a pris beaucoup d'heures de vol et de fatigue, mais on est content d'être ici et on espère repartir avec des éléments concrets qui vont nous outiller et nous permettre d'accompagner l'éducation de nos enfants à Mayotte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant qu'on soit rejoint par les élus de la ville et les autres partenaires, moi j'ai quelques mots à vous dire également, que j'ai eu le temps de réviser parce que j'avais plein de temps ces derniers jours. La classe dehors, c'est plus qu'une innovation pédagogique, ça devient, et je pense que Dalila, ton propos, c'est une nécessité. En fait, il y a eu des inondations dans la Somme il y a 2 ans, il y a 1 an, qui ont entraîné la fermeture brutale de 80 écoles. À Bourges, il y a 2 ans, au mois de septembre, il y avait pas mal d'écoles, il faisait 39 degrés, exposé plein sud, un bâti scolaire des années 70, pas de rideau, donc une nécessité de sortir. Et puis bien sûr, il y a eu le confinement en 2020, et suite à ça, il y a eu comme un élan de dire on peut organiser des protocoles sanitaires, gérer les masques, la distance à l'intérieur des classes, mais peut-être que ce serait plus facile dehors. Et je pense qu'il est important d'insister là-dessus. La classe dehors n'est beaucoup plus qu'une innovation pédagogique, c'est une nécessité. La deuxième chose, c'est que depuis 2020, il n'y a pas encore d'études statistiques menées par le ministère de l'Éducation nationale. On peut imaginer qu'il y en aura bientôt, mais nous, à notre modeste échelle de la Fabrique des communs pédagogiques, on a dénombré plus de 4000 écoles, collèges et lycées dans lesquels au moins un enseignant faisait classe dehors. Là-dedans, dans ces 4000, 63% des enseignants ont commencé il y a moins de 2 ans. Donc on est face à un mouvement exponentiel qui ne pourra prendre que s'il y a une pleine mobilisation de toutes celles et ceux qui sont ici présents, le monde de la recherche, les collectivités, les associations d'éducation populaire, les associations d'éducation à l'environnement, les acteurs de l'art et de la culture et tous ceux que je vais oublier. Aujourd'hui, ces pratiques, elles bénéficient d'un soutien institutionnel croissant. Un de ces symboles remarquables, c'est le haut patronage, et c'est assez rare pour le souligner, qui a été obtenu de 3 ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment, mais également le ministère de la Transition écologique, et puis le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Qu'est-ce que ça vient illustrer? Au-delà d'une mobilisation symbolique des autorités, ça montre le côté transversal de l'éducation au dehors. Ça traverse les enjeux autant éducatifs qu'environnementaux et sanitaires. La prochaine étape, on en parlera demain et je vous en révélerai pas plus, bien que ça soit un petit peu écrit dans la Marseillaise que vous trouverez au stand de la Fabrique des communs pédagogiques. Une délégation parlementaire sera présente et prendra la parole ici à 15h pour annoncer une mobilisation. Voilà, vous en saurez plus demain. Et je finirai simplement par la Fabrique des communs pédagogiques, parce que pour beaucoup, c'est un objet obscur. On m'a encore demandé au moins 3 fois ce matin, mais qui organise ces rencontres internationales de la classe dehors? Donc de manière très concrète, déjà, on n'organise pas les rencontres internationales de la classe dehors sans la ville, sans le rectorat, sans la Ligue de l'enseignement et sans toutes les assos. Effectivement, sans tout le monde, on n'est rien. Mais sans nous, il n'y a pas de rencontre internationale. Et au-delà de ça, la Fabrique des communs pédagogiques, elle met en place des dispositifs qui génèrent de l'envie, aident à s'organiser collectivement et permettent de faciliter la mise en œuvre d'une politique publique. Parce qu'on a tous vécu à la fois le plaisir de vivre une expérimentation extraordinaire qui montre qu'il est possible de faire différemment, et la frustration de se dire que ça sera limité à une portion réduite de personnes parce qu'une équipe était particulièrement investie,
parce que le contexte a fait que ça a été possible. Et nous, toute la question qu'on se pose, c'est comment il y a 12 millions d'enfants aujourd'hui qui peuvent avoir régulièrement des expériences dehors, de nature, en ville et dans le milieu rural. Je vais parler de 3 dispositifs très concrets, 4, et ça va durer une seconde. On a une cartographie, c'est comme ça qu'on a eu les 4000 écoles. On a un Wikipédia de la classe dehors qui s'appelle classe-dehors.org. Il y a des ordinateurs qui sont disponibles au fond là-bas. Et c'est simple de prendre 10 minutes et de partager une idée d'activité pédagogique. Les enseignants qui participent à un autre dispositif qui s'appelle les 4 saisons de la classe dehors, on leur envoie chaque saison des idées pour aller dehors. Et en fait, ces idées, ce n'est pas les nôtres. C'est par exemple, je vois Alexandra, qui est une des enseignantes ambassadrices de la classe dehors, donc c'est celle d'Alexandra. C'est celle des CMEA, c'est celle de la Ligue, c'est celle des animateurs des villes. Et donc, on a besoin que vous passiez quelques minutes à mettre en commun ces ressources, parce que sinon, elles resteront accessibles uniquement aux communautés que vous mobilisez. On n'en a pas suffisamment parlé. Les collectivités, et je compte sur elles pour en parler après, elles jouent un rôle fondamental dans la classe dehors. On parle de continuité éducative, on ne peut pas parler de classe dehors sans penser au périscolaire dehors, sans penser aux classes découvertes. Ça ne se fait pas sans les collectivités. On a vu là, souvent dans la classe dehors, on demande à ce que dans les parcs, on laisse pousser un peu l'herbe pour qu'il y ait des fleurs, pour qu'il y ait un peu de biodiversité. Bah ça demande de travailler avec les agents des espaces verts, parce que depuis 30 ans, depuis 40 ans, on leur dit qu'il faut tondre à ras. C'est extra, c'est comme ça que ça doit être. Et donc il y a une évolution des pratiques professionnelles à accompagner. Ça ne se fait pas sans les villes. Et bien ça, on a lancé un club des collectivités pour accompagner les villes dans ces changements, parce que ça ne s'impose pas, c'est des êtres humains et il faut prendre le temps de le faire. Et enfin, depuis le début, on travaille avec la recherche et depuis un an, on a formalisé une société savante qui aujourd'hui regroupe plus d'une centaine de chercheurs de toutes les disciplines, avec pour simple objectif de mettre en lien des initiatives de terrain et des chercheurs qui ont envie de les accompagner. Et avec un truc plus sympa qu'on va faire avec la Haute École pédagogique du canton de Vaud, on va lancer une revue professionnelle qui paraîtra une fois par an. Le premier numéro, fin 2025, premier semestre 2026, et qui se basera notamment sur les contributions de celles et ceux d'entre vous qui allez recevoir un mail de ma part dans quelques jours. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup. Voilà, ça sera tout pour moi. Je remercie une nouvelle fois Madame Ba. Dalila, vraiment merci pour ces mois de travail ensemble. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Et je vais demander à Pierre-Marie Ganosi, Sophie Guérard, Marie Batou, Nasser Abenmarnia de me rejoindre, Perrine Prigent. Tiens, prends ça 2 secondes. Donc je parlais de mobilisation transversale. Pierre Huguet, qui est adjoint à l'éducation, a dû nous quitter, mais on le remercie. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Là, vous avez une démonstration en fait de comment l'éducation dehors mobilise de manière transversale. Je remercie Madame Benmarnia, qui est notamment en charge de la nature en ville. Si vous avez des parcs en train de se transformer aujourd'hui à Marseille, c'est grâce à elle. Marie Batou sur l'éducation populaire et la mobilité. Pierre-Marie Ganosi, qui a un chantier pas très important de renouvellement, de rénovation et de construction de plus de 3, enfin un truc colossal. C'est le plus grand chantier d'école qu'il y ait jamais eu en France. Sophie Guérard, qui est la première personne qu'on a rencontrée ici à Marseille et qui nous a accueillis et qui est en charge de la petite enfance et de la ville des petits Marseillais et des petites Marseillaises. Et puis Perrine Prigent, qui est notamment en charge de l'eau et des espaces publics. Voilà. Je vais commencer par laisser la parole à Sophie Guérard et après je vous laisserai vous passer le micro. Merci. Merci Benjamin. Ben, je crois que pour nous tous, c'est un grand plaisir d'accueillir les rencontres internationales de la classe dehors. C'est quelque chose qu'on prépare depuis 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Donc on est très très contents. C'est l'aboutissement aujourd'hui. Ici sur la scène, vous avez des élus qui viennent d'horizons différents et qui sont arrivés donc en responsabilité avec des valeurs, des projets, des choses qui nous appartenaient déjà. Donc moi, je suis adjointe au maire à la place de l'enfant dans la ville et à la petite enfance, mais je suis professeure des écoles et directrice de maternelle. Et donc, dans ma pratique pédagogique d'enseignante, je sortais 1 fois par mois.
Et puis des fois, on en avait marre, on allait dans la cour. Et puis parce que parfois il fait trop chaud, parce que parfois on a besoin d'aller faire un petit tour, parce que parfois on se sent enfermé dans la classe, parce que les enfants ne connaissent pas les parcs de proximité, parce qu'ils ne connaissent pas... Donc tout ça fait extrêmement sens pour nous que de dire que l'apprentissage ne se résume pas à être entre 4 murs dans une pièce de 50 mètres carrés assis sur un bureau. Pour revenir juste sur ma délégation, moi, là, sur cette semaine, il y a 10 crèches qui sortent. Je pourrais dire que c'est en l'honneur de Benjamin, mais en fait, c'est toutes les semaines comme ça. Ce serait mentir. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, par exemple, les enfants de crèche ne sortaient plus depuis la guerre en Irak. Et il n'y avait plus d'autorisation de sortie, c'était complètement sorti des pratiques. Donc, on l'a remis en fléchant les sorties pour les professionnels au début, puis après, on leur a dit « emparez-vous des sorties ». Et là, voilà, il y a 10 crèches qui sortent cette semaine, et il y en aura aussi 10. Là, elles vont soit dans les musées, elles vont dans les bibliothèques, elles vont au Jardin Borelli, elles vont au FRAC, enfin, elles vont un peu où elles veulent, en fait. Et il faut aussi se dire, même si c'est la classe dehors, j'en terminerai là, je pourrais parler 4 heures là-dessus, mais je vais m'arrêter, ça fait du bien aux enfants, mais ça fait aussi beaucoup, beaucoup de bien aux grands. Voilà, merci. Je donne la parole à Pierre. Bien, bonjour à tout le monde. Pierre-Marie Ganosi, je suis en charge du plan école. Et dans le cadre du plan école, ce sont en fait les politiques publiques que nous mettons en place qui veulent développer les classes dehors et en particulier les cours d'école que nous repensons. Nous les voulons végétalisés, nous les voulons avec des espaces calmes, avec à certains endroits des cabanes, à d'autres endroits des espèces d'amphithéâtres en bois que nous fabriquons nous en interne. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai visité l'école Calanque-Sormu, d'ailleurs avec Sophie qui était avec moi, à l'invitation des parents d'élèves et de la directrice d'école. Et en fait, nous avons aménagé la classe avec une ombrelle dans la cour, des tableaux noirs qui ont été fixés sur cette ombrelle. Et en fait, chaque jour, il y a une des classes de l'école qui va faire cours à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose pour nous, ça a été un vrai défi parce qu'on est en fait en plein cœur d'une cité très difficile qui a eu malheureusement les honneurs de la presse ces derniers mois et ces dernières années. Et malgré tout, eh bien, les enseignants tiennent bon et ils disent on ne va pas laisser gagner les voyous, on veut continuer à travailler avec les enfants et on veut continuer à pouvoir travailler dehors. Et bien nous, à la ville de Marseille, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit chiche, on vous accompagne et on fait en sorte de construire des constructions dans votre cours d'école pour faire en sorte que vous puissiez transformer vos pratiques pédagogiques. Et ça, ce qu'on a fait à Calanque-Sormu, c'est ce qu'on va faire partout dans la ville. Il y a le grand plan école dont vous avez très probablement entendu parler, où on a déjà 180 cours d'école qui seront transformés d'ici 10 ans. Et également, avec l'aide des services de Mme Ben Marnia, nous allons également transformer les autres écoles qui sont dans le centre-ville ou qui sont en périphérie. Bref, nous n'oublierons personne dans un objectif qui est simple, et d'ailleurs c'est Madame Bach qui l'a dit, et c'est bien de l'avoir reprécisé, c'est le bien-être de l'enfant à l'école. Et je crois que c'est ça qui doit nous mouvoir en tant qu'enseignants, en tant que politique publique, c'est dire nous voulons mettre la priorité sur les enfants, le bien-être de l'enfant à l'école. Quand l'enfant vient en classe, il doit être heureux, parce qu'il rencontre ses enseignants, parce qu'il voit ses camarades, parce qu'il va aller jouer dans la cour, parce qu'il va aller faire des activités pédagogiques dans la cour, parce qu'il va pouvoir sortir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, alors M. Huguet s'est excusé, il a dû partir, il était là à côté de moi, il a dû partir précipitamment, mais M. Huguet aussi fait en sorte, grâce à la Caisse des écoles, de financer un grand nombre de sorties scolaires. Et ça va continuer comme ça, parce qu'on est tous sur le même bateau, et ce que nous voulons, c'est, un, le bien-être de l'enfant, et deux, la réussite des enfants à l'école, et faire en sorte que, in fine, l'ensemble de la communauté éducative, aussi bien enseignants qu'agents et bien évidemment parents d'élèves, se disent eh bien, on est heureux de venir travailler, de venir enseigner, de venir être éduqué à Marseille. On part de loin. Si vous vous rappelez, pour certains qui sont marseillais, il y avait une du journal Libération qui disait les écoles de Marseille, c'est la honte de la République. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016. Depuis quelques fleuves sont passés sous les ponts, et ce que j'espère, c'est que d'ici quelques mois, on pourra titrer « Les écoles de Marseille sont la fierté de la République », et ça, on le doit à un travail commun, aussi bien avec l'éducation nationale, le rectorat, la DSDEN, les élus, les enseignants, parce que tout le monde a bien conscience que nous avons le même but, le même objectif, et que nous sommes sur le même bateau, et quand on a le même objectif et que nous sommes sur le même bateau, eh ben on arrive à bon port. Merci.
Bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse d'accueillir cet événement dans les parcs de la ville de Marseille. Ici, vous êtes dans un parc du coup, qui est un modèle de parc qui a été repris en main. Et je suis ravie de pouvoir vous y accueillir. Vous pouvez voir qu'on a remis le canal en eau, qu'on débitume des allées et on remplace le béton par la nature, que ce sont des parcs qui sont vivants, on crée des aires de jeu. Ce parc est un exemple parmi les 28 parcs de la ville qui ont été ou qui sont encore en cours de réhabilitation et les 30 petits squares de secteur qui ont été aussi rénovés depuis 5 ans. Benjamin parlait d'une gestion différenciée et effectivement depuis notre arrivée, et c'est bien que son événement accentue ce point-là sur de nouvelles gestions des espaces de nature, des gestions différenciées, des tontes différenciées. On laisse, à mon arrivée, les parcs, on voulait maîtriser la nature et la contraindre. Aujourd'hui, on la laisse s'exprimer et on accueille volontiers les petits Marseillais parce que tout ça, c'est pour avoir une ville plus fraîche demain. Et je pense qu'on n'a rien de mieux pour changer nos comportements collectifs que d'avoir des petits Marseillais qui soient des ambassadeurs de la nature. Et plus ils fréquenteront les espaces de nature, rénovés, réaménagés, adaptés au réchauffement climatique. Ici, on a incorporé les arrosages connectés. C'est la plante qui demande sa juste consommation d'eau puisqu'on est sur des secteurs qui ont été touchés par des arrêtés de sécheresse. Pour rappel, ce sont 9 arrondissements de la ville qui sont contraints dans leur gestion en eau et sur lesquels le préfet, tous les ans, signe des arrêtés de sécheresse qui nous contraignent fortement. Et l'urgence pour le maire de Marseille, s'il veut avoir une ville plus verte et répondre à ses engagements et à ses promesses, c'est d'ores et déjà de sauvegarder les 700 hectares qui existent pour pouvoir être en augmentation d'espaces de nature et livrer, alors il y a plusieurs échéances, 2030, 2050, mais en tout cas la ville de demain, plus fraîche et adaptée au réchauffement climatique. Donc ces événements sont les bienvenus dans les espaces de nature de la ville, que ce soit une cour d'école, un CMA ou un grand parc. Et puis, écoutez, bonne journée. Merci. Oui, alors moi je suis adjointe à l'éducation populaire et c'est effectivement une grande satisfaction d'avoir pu travailler avec la Fabrique des communs pédagogiques à ce que ça soit un moment où on coud la relation entre l'école et leur temps scolaire avec toute la dimension que tu as un peu effleurée, Benjamin, mais de la vie associative d'éducation populaire qui fait la richesse de notre territoire, mais qui fait la richesse aussi de la vie pédagogique. C'est avec la DSDEN que nous travaillons depuis maintenant 3-4 ans à un gros projet, dans le cadre du projet éducatif de territoire notamment, mais un gros projet d'implication de la communauté éducative dans son ensemble. Donc c'est un gros financement de l'État que nous avons eu dans un projet que nous avons appelé sobrement le parcours de l'enfant, ou les temps de l'enfant plutôt, excusez-moi, j'allais venir sur les parcours. Mais c'est bien cette idée de développer des parcours éducatifs et pédagogiques communs entre le temps scolaire et le temps hors scolaire qui nous tient à cœur et qui nous permet de faire en sorte que ces associations d'éducation populaire qui font la richesse et y compris qui viennent coudre un peu ce rapport à l'espace, au faire, qui peut être le cœur des apprentissages aussi, c'est de savoir comment on sort d'apprentissages un peu fondamentaux pour arriver par l'expérimentation. Et il y a plein, notamment j'ai vu un beau stand des CMA sur leur beau terrain d'aventure à l'entrée de l'allée ici. Il y a plein d'expériences aujourd'hui à Marseille et en France qui nous permettent d'illustrer cette relation entre les apprentissages et la pratique, l'expérimentation, qui nous encourage à penser le rapport entre éducation nationale et éducation populaire, pour en faire un vrai lieu de vivacité pédagogique, comme nous avons à cœur de le porter, à la fois dans notre méthode de travail et aussi dans notre réflexion autour de l'écosystème éducation. Il est fort heureux que nous ayons pu accueillir une initiative autour de l'éducation dans un pays où on parle finalement assez peu d'éducation comme projet de société. C'est assez satisfaisant de pouvoir nous aussi contribuer notre pierre à l'édifice. Parce qu'on espère et on compte beaucoup sur l'éducation pour imaginer un demain qui soit plus désirable. On a parlé d'écologie, on peut parler de vivre ensemble.
Et ça, c'est grâce au monde de l'éducation qu'on peut l'imaginer. Et je pense que nous pouvons à la fois être satisfaits, nous, la ville, et puis remercier les équipes qui ont eu à cœur d'associer tout le terrain associatif, institutionnel, éducatif de cette ville. Il y en a qui sont beaucoup là, ont répondu présent. Certains s'excusent de ne pas pouvoir être là, mais quand même, ça continue à phosphorer. J'ai rencontré hier le théâtre de la Criée qui me disait qu'ils n'avaient pas répondu présent, mais que quand même, ils espéraient pouvoir retirer quelque chose de tout cela. Donc, ça dessine de belles perspectives pour notre territoire et je pense que c'est dans l'intérêt à la fois de nos équipes pédagogiques, éducatives et des enfants pour construire demain que nous pouvons répondre présent et aider à la construction de ce type d'événement. Merci à vous d'être là et merci à vous d'avoir construit ce genre de choses avec nous. Je clôture la brochette des élus qui parlent pour vous parler spécifiquement d'espace public et de l'eau dans la ville. Pour reboucler sur le vivre ensemble et sur le fait que en fait, vivre dans une boîte entre quatre murs nous déconnecte un peu et le besoin qui est tout l'objectif de ces rencontres-là, de sortir, de respirer et de pratiquer la ville comme une vraie réalité pour faire grandir nos enfants. Donc se pose tout de suite la question du dedans-dehors, comment on est en sécurité, comment on est en confort, sur l'espace public notamment, avec un lien fort qui est dessiné sur l'apaisement des vitesses aux abords des écoles, puisque vous savez bien qu'on est une ville où la pratique automobile est largement diffusée, non contenue. Et c'est tout le travail auquel on s'attache. Donc évidemment, abaisser les vitesses, faire des parvis plus larges pour pouvoir rentrer, sortir en sécurité, voire même au comble du bonheur, piétonniser des rues, faire des rues des enfants. C'est une aventure dans laquelle on s'est lancé avec mes collègues Sophie et Marie en particulier. Comment arriver à trouver des espaces où on arrive à l'école et où on peut attendre, jouer, discuter en toute sérénité, loin même du bruit des voitures. Et on y arrive avec, pour l'instant, une dizaine de rues qui a pu bénéficier de ce dispositif des rues des enfants. On a 40 demandes en cours auprès de la métropole. Donc on a beaucoup d'ambition aussi de venir améliorer la qualité de vie des enfants, des parents qui amènent les enfants pas en voiture à l'école, et des enseignants qui arrivent aussi plus sereinement sur leur lieu de travail et qui peuvent trouver un lieu en dehors de ces quatre murs, à immédiate proximité du lieu scolaire. Pour reboucler sur les questions de changement climatique, de place de la nature et de contexte dans lequel on se situe, évidemment, on a beaucoup échangé tous les deux, Benjamin, sur l'eau. Est-ce qu'elle est présente, pas présente? Comment on va s'aventurer dans les années à venir et comment ça va venir nous impacter? Et dans nos échanges, évidemment, ce sujet de pouvoir toucher, pouvoir ressentir, pouvoir écouter est très, très présent. Être ici dans le parc du 26e centenaire qui est mis à disposition par la ville. Je salue aussi ma collègue Nacera, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, pour le cadre qu'on donne à ces rencontres et aussi pour le fait d'expérimenter. Toucher, apprécier, sentir, écouter, c'est toutes les choses de la pédagogie qui se retrouvent dans la vraie vie et qui doivent se retrouver dans la vraie vie. Donc c'est, je pense, tout l'enjeu de la classe dehors, c'est de retrouver ces communs, parce que l'eau, c'est aussi un bien commun et ça me permet de faire un petit salut à la fabrique des communs pédagogiques. Évidemment, on est tous là pour pouvoir fournir des bases qui sont concrètes pour que nos enfants grandissent sereinement, en conscience, et qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de ce qui doit être fait pour la société, les communs dans lesquels on doit pouvoir vivre tous sereinement. Merci beaucoup. Et merci, je vous invite à rejoindre le public et je vais inviter Monsieur Tristan Loubière, qui est délégué académique adjoint des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône,
Séverine Roux, qui est inspectrice de l'éducation nationale, Christophe Aubel, qui est directeur délégué à la mobilisation citoyenne de l'Office français de la biodiversité, et Sandrine Pellens, qui est secrétaire générale du Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement et directrice générale de la Ligue de l'enseignement du 57. Merci. Ça va être vous, Monsieur Loubière, puis Christophe. Je vais céder la parole à Monsieur Loubière. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, je suis accompagné de Madame Roux, qui est inspectrice chargée des projets structurants, projets innovants au sein de la direction départementale. Mais je voulais dire tout le plaisir qu'on a d'être présent au nom de Monsieur le recteur et Monsieur le directeur académique pour ces rencontres internationales de la classe dehors. Pour nous, c'est un moment important. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail en partenariat et donc je salue l'ensemble des élus de la ville de Marseille et tous les partenaires. La Ligue de l'enseignement n'est pas loin, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires et beaucoup de travail en amont pour rendre possible avec la fabrique des communs pédagogiques ces rencontres internationales. Donc je pense qu'il faut le saluer. C'est soutenu par l'Académie très fortement puisque bon, beaucoup de choses ont été dites. Les projets structurants que nous bâtissons pierre par pierre, je pense à Marseille en grand et ça a été dit, la rénovation de toutes ces écoles. Les projets CNR, notre école, faisons-la ensemble. Au sein de tous ces projets, il y a énormément de projets de classes flexibles et d'aménagement des cours d'école. Donc là, déjà, on est sur des projets qui invitent à sortir des 4 murs. En effet, ces 4 murs qui sont... on a la chance de les avoir, mais aussi ça ne suffit pas. Il est certain que voir la poule et l'œuf sur un livre, c'est bien, mais pour décider qui de la poule et de l'œuf, c'est mieux de les voir en vrai. C'est beaucoup plus concret. Donc je pense que ces projets structurants, Marseille en grand, j'allais dire au centre, et aussi... Madame Batou l'a rappelé, l'AMI, les temps de l'enfant, puisque plus nous avançons, plus nous travaillons avec tous les partenaires, avec l'école bien sûr, mais tous les partenaires des temps de l'enfant depuis le réveil jusqu'au coucher, j'allais dire. Un enfant, ça apprend en continu dans la journée. Donc il est nécessaire de décloisonner et de travailler tous ensemble pour la classe dehors, pour être capable de les accompagner. Il y a d'ailleurs des formations qui ont été mises en place spécifiques pour les enseignants du premier degré. On a aussi une formation qui est unique en France pour l'enseignement de l'histoire-géographie dans le second degré. Donc c'est quelque chose qui est largement partagé, largement expérimenté. Bien sûr, ça nécessite de revoir nos pratiques pédagogiques, d'évoluer dans la façon d'exercer le métier, le dosage entre classe dedans, classe dehors, parce que bien sûr, ça fait partie des choses importantes dans la pratique pédagogique de tous les jours pour que les enfants puissent en tirer le meilleur. Et bon, les études qui commencent à venir avec la recherche montrent combien, de toute façon, ça s'est basé sur l'envie d'apprendre et la motivation que les enfants ont de toucher le concret. On a vraiment l'apaisement, un climat scolaire qui est plus apaisé, des élèves qui sont en position d'apprendre, beaucoup plus motivés. Et ça, je pense que c'est très important. Ça rend concret pour la formation des citoyens de demain, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. Il est important d'aller voir au dehors ce qui s'y passe pour comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons, tout simplement. Alors donc, à l'occasion de ces journées internationales, on a 300 enseignants qui vont participer de Marseille, qui vont participer à Les Enfants Enchantent Marseille, donc avec des actions qui seront à l'extérieur et qui vont donc commencer, puisque vous l'avez dit, monsieur Gentil, que ces choses-là se mettent en place au fur et à mesure. C'est relativement nouveau et assez innovant, mais bon, ça se faisait, je pense, aux collègues de Mayotte qui en parlaient, mais je sais que ça se fait aussi dans le rural quand on est dans des toutes petites écoles, mais il ne faut pas le faire que là, il faut le mettre en place un peu partout. Et je vais passer la parole à ma collègue ici présente, ne pas être plus long. Merci beaucoup. Merci Tristan. Bonjour à tous. Je suis Séverine Roux et je suis inspectrice de l'éducation nationale en charge des projets structurants, comme M. Loubière l'a souligné. Et mon travail, en fait, c'est d'aider à la mise en œuvre de projets
qui vont favoriser ou renforcer la réussite scolaire, périscolaire, extrascolaire, sur tous les temps de l'enfant en fait. Et j'ai à cœur de pouvoir travailler autour de l'articulation des partenariats. Donc c'est vrai que c'est une notion très importante pour le monde de l'éducation nationale parce que seul, on est plus fort à plusieurs. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment ravie de souligner cette démarche collaborative qui a été co-construite et surtout à l'initiative de Benjamin que je remercie parce qu'elle a permis de fédérer différents partenaires au sein de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a la présence aussi de notre CARDI, que je salue, voilà, de notre référente CLIMI aussi, donc notre rectorat, la direction académique, l'ensemble des enseignants qui se sont mobilisés aujourd'hui et que je remercie aussi fortement et qui sont très engagés dans la réussite éducative des élèves. Et bien sûr tous les services de la direction éducative, mais aussi tous les services de la ville avec qui nous faisons un gros travail, notamment dans ce projet Les Temps de l'enfant, qui permet en fait d'accompagner l'enfant dans toute sa journée, du matin jusqu'au soir, comme l'a souligné Monsieur Loubert, et qui nous permet aussi de travailler en cohérence avec tous les services de la ville pour construire et veiller à la transformation de la forme scolaire. Et ça me paraît une dimension très importante, la transformation de la forme scolaire, parce que de plus en plus, nous réfléchissons à comment faire en sorte que nos élèves apprennent différemment, dans des cadres différents, comment nous, en tant qu'adultes, nous pouvons nous mettre à la portée aussi des élèves pour les faire réussir. Des élèves ont des besoins différents en fonction de leur être, ont besoin aussi d'un bien-être. Ça a été évoqué à plusieurs reprises aussi lors des prises de parole des différents élus. C'est une brique aussi de notre projet commun, Les Temps de l'enfant. Nous veillons aussi à l'évolution des élèves et de l'enfant et à la construction d'un bien-être, merci aussi au développement de leurs compétences psychosociales, au développement de leur être citoyen aussi, hein, et puis à une école qui se veut vraiment inclusive. Et c'est vrai que la dimension de la classe dehors regroupe en fait toutes ces notions que nous avons à cœur de mettre en place. Donc je remercie vraiment cette initiative et je suis vraiment ravie d'avoir pu participer aussi à l'articulation de cette journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi je suis Christophe Aubel, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je veux d'abord vous dire combien je suis ravi, et j'ai envie de le dire comme ça, d'être ici avec vous, parce que d'abord, c'est la première chose, l'Office français de la biodiversité est très heureux de soutenir ces rencontres pour la deuxième fois, après Poitiers, évidemment, parce que nous croyons à l'école dehors, j'y reviendrai. Et puis à titre plus personnel, parce que j'ai été instituteur pendant 20 ans, et que quand on a été instituteur et qu'on a aimé ça, on le reste toujours un peu. Alors, un mot quand même de ce qu'est l'Office français de la biodiversité, peut-être vous le connaissez, mais peut-être pas. Les médias ont beaucoup parlé de nous, mais pour de mauvaises raisons ces derniers temps, avec un certain nombre d'attaques que nos collègues qui assurent notamment la police de la nature ont pu subir. Mais l'Office, c'est un établissement qui a 5 ans, 5 ans seulement, mais qui est issu d'une longue histoire, puisqu'il a regroupé plusieurs établissements. Et on est là on a à notre disposition tout le champ possible des actions en faveur de la préservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'on fait de la connaissance et de la recherche, ça veut dire qu'on fait de l'accompagnement des politiques publiques, ça veut dire, et j'ai le bonheur d'animer cette partie-là de l'Office, qu'on essaye de mobiliser la société pour qu'elle fasse face, oui, je ne sais pas si c'est très joli, à l'effondrement de la biodiversité, et j'y reviendrai avec les aires éducatives dans un instant. Et puis on fait la police de la nature, parce qu'il y a des réglementations pour préserver un bien commun, et nos collègues sont là aussi pour ça. Alors j'ai envie de m'arrêter sur biodiversité un tout petit instant, parce que la biodiversité, on la voit souvent, et évidemment c'est ça, c'est l'ensemble du vivant, donc on voit ces merveilleuses, alors d'ailleurs, quelquefois il y en a qu'on ne trouve pas merveilleuses, mais ces merveilleuses espèces de faune, de flore. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas avoir comme un catalogue d'espèces qui seraient posées les unes à côté, comme dans un catalogue de timbres. Ce qui compte, c'est le fonctionnement, c'est les interactions entre toutes ces espèces, humains compris. On respire biodiversité, on mange biodiversité, notre économie en dedans, la qualité de l'eau, ça a été dit, mais aussi notre bien-être, évidemment, et même nos rêves, et même une bonne partie de nos productions culturelles. On fait partie, et on est partie intégrante du vivant parmi les vivants. Ici, il y a plus de biodiversité, et je ne parle pas de celle du parc. Sur les bancs,
dans vos corps où vous avez plus de cellules non humaines que de cellules humaines. C'est de ça dont on parle. Et on a besoin de se réapproprier cette appartenance au vivant parce que la biodiversité ne va pas bien. Et ça veut dire que si la biodiversité ne va pas bien, l'avenir des sociétés humaines, il n'est pas non plus réjouissant. Encore une fois, le fonctionnement du vivant, c'est rendre la Terre habitable pour les humains. Voilà, on parle de ça. Alors, face à ça, heureusement, on a l'équivalent du GIEC, qui s'appelle l'IPBES pour la biodiversité, qui nous dit qu'il est possible d'agir. Et donc mon propos n'est surtout pas négatif. Il est possible d'agir à condition d'engager des changements transformateurs qu'ils décrivent comme des changements systémiques de nos pratiques, de nos modèles économiques, de nos modes de gouvernance et même de nos valeurs. Et c'est ici que ça fait le lien évidemment avec l'éducation, parce que pour engager des changements profonds, et les sociétés humaines au cours de leur histoire ont déjà engagé des changements profonds, évidemment l'éducation il a un rôle majeur à jouer, elle a un rôle majeur à jouer. Alors vous allez me dire, quelle éducation, quelle pédagogie, évidemment, il peut y avoir plusieurs types de réponses, mais l'école de dehors a évidemment des atouts pour répondre à ça, parce que, alors je le dis très vite, parce que ça a été déjà dit, elle fait du bien aux enfants, elle fait du bien aux parents, elle permet de faire les choses différemment, elle joue sur les inégalités sociales, parce que on est dans un monde où on sait que ça existe. L'accès à la nature fait partie des inégalités sociales et l'école de dehors permet de répondre à cela. Donc ça fait quand même pas mal de briques pour aller vers des changements transformateurs. Et donc il nous faut plus d'écoles dehors, c'est pour ça qu'on est tous là, j'imagine. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur quelle école dehors et comment on essaye d'avancer là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne fait, et ça a été évoqué par des choses fortes que vous avez dit tous les deux à l'instant, si on ne fait dehors que la même chose que ce qu'on fait dedans, c'est super, c'est très très bien, mais ça ne suffira pas, me semble-t-il, à faire face aux défis qui sont devant nous. Et je renvoie, et là je vais lire très précisément ce qu'il vous dit au propos de Jean-Philippe Pierron, dont je vous recommande la lecture des ouvrages, notamment il a coordonné un ouvrage collectif sur « Éduquer en anthropocène ». Il nous dit, il souligne l'importance des dispositifs d'enseignement pour accompagner la transition écologique, évitant de reconduire les manières de penser et de faire qui sont à l'origine de la crise environnementale et sociale actuelle. Et je pense que c'est là que l'école dehors a un rôle majeur à jouer dans la manière d'essayer de faire les choses autrement pour que les enfants de demain, peut-être, ne commettent pas des erreurs qu'on a pu, nous, et je me mets dedans vu l'âge que j'ai, commettre dans le passé. Alors on essaye, nous, de contribuer à ça avec un dispositif qui s'appelle les aires éducatives, qu'on anime pour le compte de l'Éducation nationale, mais aussi celui du ministère de la Transition écologique et le ministère des Outre-mer. Alors une aire éducative, c'est quoi ? C'est une portion de nature, ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans un parc comme celui-ci, ça peut être au bord d'une rivière ou dans le bois à côté de l'école, que les enfants choisissent, sur lesquels on met en place un conseil des enfants, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider ce qui se passe sur ce terrain. Alors évidemment, ils sont accompagnés par l'enseignant, c'est une évidence, mais aussi, et nous on finance ça, par des référents qui sont capables d'abord de découvrir la biodiversité qui s'y trouve, et ensuite le Conseil des enfants va se saisir de ce territoire pour voir comment on peut le protéger, mais non pas avec une mise sous cloche, comment on peut le protéger avec les activités qui s'y passent, avec ce que les gens peuvent venir y faire, ou y font déjà, et c'est ça qui, je pense, est très puissant. Et donc ça veut dire qu'au final, les aires éducatives, ça permet alors évidemment de renforcer l'école dehors, parce que ça fait partie de ces dispositifs, mais au-delà de ça, encore une fois, ça donne des forces et le pouvoir d'agir aux enfants, de leur montrer qu'il est possible, avec leur enseignant et en mode projet, de faire des choses sur un territoire, de le faire avec les acteurs du territoire. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est très, très fort. Et pour ne pas être trop long, je terminerai peut-être avec un rêve ou une utopie, mais si on n'a pas de rêve et pas d'utopie, peut-être qu'on n'est pas enseignant, avec une conviction en tout cas aussi. Les fondamentaux de l'enseignement, on les connaît classiquement, on dit toujours lire, écrire, compter. Oui, évidemment. Mais moi, j'ai envie d'y ajouter la compréhension du monde vivant qui nous entoure et dont on fait partie, et puis le faire vivre la démocratie. Voilà, venez débattre avec ça, avec les équipes de l'OFB. Je vous signale que ce sont des équipes formidables. Et puis, bonne rencontre, évidemment.
Bonjour à tous et à tous. J'aimerais vraiment saluer nos amis de la Fabrique des communs pédagogiques qui sont à l'initiative de ces belles rencontres. Merci Benjamin, merci Étienne. Saluer les nombreux élus de la ville de Marseille, bien sûr, monsieur le directeur académique adjoint et l'ensemble des services, monsieur. Je voudrais aussi saluer les amis de la Ligue de l'enseignement de Marseille qui sont là, chère Suzanne, chère Isabelle, Sophie et les autres collègues de la Ligue bien présents. Le monde, de manière générale, de l'éducation populaire, ils sont très présents aussi. Et puis, chers amis, beaucoup de propos se sont exprimés. Il me revient de finir ce moment d'ouverture. Donc, je prends le pari de... Bien sûr, je partage l'ensemble des propos et je prends le pari de prendre l'éducation dehors et les classes dehors sous un angle un peu différent et sur la question de l'éducation à l'esprit critique. Donc, je vais essayer de vous embarquer sur la culture scientifique, le rapport aux émotions et quel rapport on peut faire avec l'éducation dehors. Voilà la proposition que je vous fais. Bien sûr, en sortant de la classe, ça a été ça a été dit, les élèves observent, ils expérimentent, ils ressentent. Et donc, dans ce rapport sensible et concret à leur environnement, eh ben, en fait, c'est un levier très important pour enrichir les savoirs. Ça a été dit à de nombreuses reprises et sous des formes qui ne sont pas simplement de reproduire la classe dehors, mais d'apporter une nouvelle approche. C'est ce que vous avez souligné en dernier. C'est aussi un moyen très important de travailler sur le rapport qu'on a au stress, aux émotions, à la difficulté qu'on a aujourd'hui face au monde hyper connecté. Et force est de constater que l'éducation à l'esprit critique nous met à rude épreuve en ce moment. Face à l'information qui est dérégulée, massifiée, en croissance exponentielle, comment on trie l'information qu'on reçoit ? Quelle confiance on peut accorder aux ressources, aux apports qu'on a pour construire son opinion, pour éclairer le citoyen, et comment font les enfants finalement dans ce rapport à l'information. Et c'est un sujet qui est vaste et je suis sûre que ça vous parle aussi dans vos propres rapports. Comment on fait pour trier les croyances, les vérités, les fake news, les opinions. Force est aussi de constater le rapport à la science aujourd'hui avec une remise en cause à bas bruit, mais pas toujours qu'en bas bruit, nous interpelle énormément. Et donc, dans ce contexte-là, quel est le rapport avec l'éducation dehors ? L'éducation au dehors, finalement, nous permet d'avoir une approche de la démarche scientifique. Ça, c'est un apport très, très important. Le rapport direct qu'on a avec la nature, la culture, ce sont des ressources inépuisables, en fait, pour apprendre. Et donc, dans ce rapport-là, ça nous permet de mettre à l'épreuve la démarche scientifique. Comment savons-nous ce que nous savons ? C'est ça dont il est question, finalement. Comment pouvons-nous avoir un rapport au réel et se déconnecter un petit peu de ce qui nous entoure pour finalement se faire son idée et construire une démarche. L'éducation à l'esprit critique, ce n'est pas simplement des opinions, des ressentis, ce sont des méthodes aussi. Comment douter de l'information, mais ne pas douter de tout. La puissance du faux, ça doit vous parler aussi. La puissance du faux, finalement, elle a une force incroyable, c'est qu'elle nous emmène à douter des vérités et douter de tout. Et dans ce contexte-là, amener les enfants à réfléchir sûrement sur comment se construit la démarche scientifique pour finalement bien identifier les vérités, c'est très important. Et l'éducation au dehors a cette force-là, finalement. C'est important. Dans l'éducation à l'esprit critique, il y a aussi le rapport aux émotions, puisqu'on ne peut pas convaincre simplement sur la raison. On sait bien que l'éducation à l'esprit critique, c'est un rapport aussi aux émotions. Qu'est-ce que ça va suggérer ? Qu'est-ce que ça va sous-entendre ? Et donc, dans ce rapport aux émotions, l'art et la culture, l'approche de la nature, l'approche sensible à notre territoire, permet de développer les compétences psychosociales, on l'a déjà dit aussi, mais ça permet de développer l'humilité, la curiosité, et tout ça permet d'être au cœur des émotions. La culture scientifique, la démarche scientifique,
le travail sur les émotions constitue vraiment les éléments de socle pour travailler sur l'éducation à l'esprit critique. Et donc, c'est ce chemin-là que je voulais partager avec vous. La Ligue de l'enseignement, depuis de nombreuses années, et on va dire depuis Jean Massé, 1866, elle a construit son projet autour de l'émancipation du citoyen. Dans le rapport qu'on a au monde, on a toujours porté des pédagogies nouvelles. Donc, venir soutenir l'éducation dehors, les classes dehors, c'est vraiment une démarche qui est profonde et inscrite dans le temps avec la Fabrique des communs et dans l'ensemble des rapports qu'on va avoir avec l'ensemble des partenaires. Il faut que l'ensemble des territoires soient apprenants pour chacun, pour chaque enfant, pour chaque élève. On le construit au quotidien à travers nos activités riches et variées. Vous connaissez certainement nos colonies de vacances, nos classes de découverte, notre rapport avec la lecture, les bénévoles lire faire lire, tout le travail qu'on fait dans les quartiers, dans les centres de loisirs, mais également dans la petite enfance. Donc la Ligue de l'enseignement va continuer son chemin pour promouvoir l'éducation au dehors. Merci de cette belle initiative. Merci de porter cet enjeu majeur pour finalement former nos citoyens. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter d'excellentes rencontres internationales de la classe dehors. Ouais.